Bonjour à tous et bienvenue. On va parler terrain aujourd'hui avec un club qui est plutôt cohérent. Dans les affres du football mondial, on a vu que les gestions étaient souvent abracadabrantesques avec cette idée de folie des grandeurs. Combien de clubs, après une bonne saison, se sentent pousser des ailes et vont dépenser à tort et à travers sur le marché des transferts et vont faire n'importe quoi et presque péricliter? Là, on a l'exemple contraire. Et pourtant, des années auparavant, Aston Villa, parce que c'est les Villains dont on va parler aujourd'hui, c'était un peu l'exemple de ce qu'il fallait pas faire. Rappelez-vous, lorsqu'ils vendent Grealish, il y a plein de joueurs qui arrivent, on va dire, pour renforcer l'effectif. Et en fait, tu vas amasser des joueurs, des fois un peu avec le même profil, tu vas en surpayer d'autres avec quelques micmacs niveau transfert. Enfin bref, Aston Villa, c'était un club qui était habitué un petit peu au yo-yo, mais surtout à la deuxième partie de tableau de Première Ligue, loin de ses standards historiques. Et surtout, la stratégie, elle n'était pas tellement cohérente. Et l'an passé, Unai Emery, qui a fait un excellent travail à Villarreal, arrive en courte saison pour remplacer Steven Gerrard. À l'époque, l'équipe est moribonde, 16e, et venait de terminer un mercato où pareil, tu pouvais t'interroger. Alors certes, tu achètes Coutinho, qui était déjà venu chez toi en prêt, etc. Tu vas payer quand même très cher également un défenseur de Séville, Diego Carlos. Bon, mais t'es pas forcément convaincu par l'effectif. Et les joueurs, ça se passait pas bien avec Gerrard. Emery arrive, et au final, regardez ce qui s'est passé. Villa était 16e, finalement il termine 7e, et au mercato d'hiver, on n'a pas changé l'effectif du tout. T'as un jeune, c'était déjà prévu qui arrivait, Duran en attaque de 19 ans, et Alex Moreno qui on va dire a été la seule recrue potentiellement pour intégrer directement le 11 titulaire, un arrière-gauche. Donc en fait avec quasiment le même effectif à 95%, finalement hop, tout va cliquer. Pourquoi? Parce que d'un coup, tu vas donner de la cohérence à ce travail. Une cohérence qui a encore été vue cet été. On n'est pas là pour dire qu'Aston Villa c'est parfait, qu'il n'y a peut-être pas de micmac sur les transferts et tout. Tu vas ramener Monchi, qui n'a pas fait que des bonnes choses ces dernières années, notamment sur certains transferts en provenance d'Europe de l'Est. Monchi qui se disait épuisé par son deuxième passage à Séville, qui voulait prendre encore du repos. Et puis finalement, il a la proposition d'Aston Villa, les propriétaires vont l'appeler, Unai Emery, avec qui il avait travaillé à Séville. D'ailleurs, la fin, il y a eu, on va dire, un quiproquo, mais globalement, ils avaient quand même bien travaillé parce qu'ils osaient se dire les choses en face. Donc, on va remettre le duo et Monchi va être nommé président des opérations footballistiques à Aston Villa. Et là, contrairement à Séville où il faisait une essoreuse, 15 arrivées, 15 départs, et cet été, Villa, qu'est-ce qui s'est passé? On a renforcé l'effectif parce qu'en effet, retour des Villains en Coupe d'Europe, donc il faut un effectif plus quantitatif et évidemment qualitatif, notamment sur certains postes, et on va cibler vraiment les besoins. Alors les besoins, c'était un joueur créateur. Emery voulait à tout prix retravailler avec Moussa Diaby qu'il avait connu à Paris, donc Aston Villa met un gros chèque et le ramène, et Pau Torres que Emery a également connu à Villarreal pour solidifier l'arrière-garde. Sachant que Pau Torres, ça fait des années que potentiellement il voulait quitter Villarreal et qu'il y avait de potentiels intérêts. Donc tu vas mettre ça et ensuite tu vas faire un mercato de complément. Tu vas récupérer Tillmans qui arrive de Leicester libre et ensuite tu vas faire de près l'anglais et Zaniolo, notamment liés à certaines blessures. Parce qu'en effet, en début de saison, tu te fais exploser à Newcastle et c'est là où tu montres que Villa, c'est solide et qu'ils ont construit quelque chose de cohérent et de solide à tous les niveaux. C'est-à-dire que tu te prends une rouste première journée de Première Ligue à Newcastle. Tu perds Tyrone Mings derrière, grave blessure. Tu avais déjà perdu Benadia, ton Argentin, grave blessure. Ensuite, tu as eu des blessures longue durée de Moreno, arrière-gauche, et de Jacob Ramsey, un jeune de ton club, mais surtout qui est fondamental parce que tu n'as pas tellement ce profil-là dans ton effectif. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu d'acheter à tort et à travers, parce que tu pourrais, tu as la surface financière, vu les propriétaires, donc tu as un Égyptien et un Américain notamment, V-Sports, cette société qui détient le club, il n'y a pas de souci d'argent à Aston Villa. Sauf que tu avais déjà pas mal dépensé, Diaby et Pau Torres, donc on fait deux grosses recrues, on cible bien. Non, en fait, on va faire des prêts pour compléter l'effectif en attendant. Et tu vas incorporer quelques jeunes qui finalement vont prendre, on va dire, un nouvel essor et vont prendre quelques minutes ici et là. Et donc, sans paniquer, en gardant ta ligne, tu vas créer un effectif en prenant les bases que tu as eues lors de la deuxième partie de saison dernière, notamment au milieu de terrain. Parce que Villa, certes, on pourrait parler d'Ollie Watkins, cette transformation, maintenant avec les Three Lions, l'attaquant qui met but sur but. En effet, c'est une énorme progression et on pourrait reparler du fait que les numéros 9 ont tendance à exploser avec Unai Emery, notamment aussi à travers des latéraux qui les servent très bien. Mais surtout, Villa a une capacité d'adaptation et de progression. C'est-à-dire qu'en effet, à domicile, Villa Park semble une forteresse. C'est encore une caractéristique globalement des équipes de Unai Emery d'ailleurs. Et à l'extérieur, c'est peut-être un peu plus compliqué. On l'a vu notamment face au gros, où Villa, dans les débuts de match, a du mal. On le voit le week-end dernier. Alors certes, il y a victoire à Tottenham, qui est quand même amputé de Maddison notamment. Mais en première période, notamment le premier quart d'heure, Villa prend complètement l'eau et Tottenham rate de grosses occasions. Sauf que, à la mi-temps, il va y avoir des modifications tactiques. Et c'est en fait la force de Villa et aussi du staff d'Emery, parce que ça travaille. Et en fait, les joueurs ont adhéré à cela. Et c'est clé, c'est comme à Villarreal, c'est comme de partout.
lorsque tes joueurs adhèrent au projet et te disent ok je vais être meilleur, et ben ça donne de véritables résultats. Pourquoi? Parce qu'à Villa, tu as des bosseurs et ça se montre notamment par le milieu de terrain. Je vais sortir le tableau. Globalement, Aston Villa, ça ressemble à ça. C'est un genre de 4-4-1-1 avec Diaby derrière Watkins, t'as McGinn d'un côté, t'as évidemment Douglas Luiz, dont tout le monde parle, le milieu brésilien, Boubacar Kamara, à droite ça peut dépendre, et t'as une ligne de 4 derrière. Sauf que comme vous l'avez entendu, des fois on va mettre Matty Cash, même qui est un latéral mais qui peut jouer un peu plus haut sur le côté, et McGinn sont pas forcément des purs ailiers. Alors bien sûr, tu peux avoir du Zaniolo, etc. Et sur le banc, tu as des joueurs également qui jouent beaucoup en Europa League, qui peuvent prétendre une place de titulaire, type Bailey, qui apporte souvent énormément à Aston Villa. Mais globalement, la force de Villa, là, hein, c'est le milieu de terrain, notamment Douglas Luiz. Et également McGinn, le capitaine à tout faire, qui peut jouer tous les postes, qui marque des buts, qui est un super joueur collectif. Sauf que souvent McGinn, alors oui, il est capable de percer et tout, mais c'est pas un pur ailier dribbleur comme d'autres. Donc McGinn a tendance à se recentrer. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Lucas Digne notamment qui monte beaucoup. De l'autre côté, quand Matty Cash est derrière, pareil. Donc on a toujours les latéraux qui ont une importance prépondérante. D'ailleurs, on voit qu'ils sont actifs dans les buts et dans les passes cibles. Et évidemment, c'est pour servir ton numéro 9, Watkins, qui en plus devant court énormément, fait beaucoup d'appels, prend la profondeur et tout. Et le premier point qu'on voit, c'est que c'est une équipe qui est capable de s'adapter tactiquement. On est capable également de rajouter un autre milieu de terrain comme Tillmans qui joue beaucoup en Europa League. Donc en fait, il y a une adaptabilité tactique à l'intérieur même des matchs parce que tu as des mecs intelligents. Douglas Luiz, c'est intelligent. McGinn, c'est très intelligent. C'est des mecs qui ont un QI foot très élevé. Pareil derrière, un mec comme Pau Torres, il a un bon pied, etc. Contre ça qui a pris énormément d'ampleur. Alors évidemment, on pourrait parler du gardien Martinez et tout, mais globalement, tu as des mecs qui sont capables de s'adapter. Et tu as réussi à faire face, malgré des absences importantes, notamment Moreno, Mings et Ramsey, qui sont potentiellement quand même des titulaires. Donc tu as réussi à faire ça avec un bloc compact. On comprend. Ensuite, tu as les latéraux qui prennent une prépondérance, et surtout, ça va très vite devant. Parce qu'en plus, tu as Diaby, alors certes, il arrive, des fois il est un peu baladé ici et là, qui est quand même voulu comme le créateur, la personne qui va dynamiter le jeu de Villa. Alors il a mis quelques buts, quelques passes cibles, mais surtout il pose beaucoup de problèmes par son profil. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que justement vu qu'il y a eu des blessures, notamment de tes joueurs offensifs sur les côtés, bah souvent Diaby on a tendance à le cibler. Et d'où l'importance des latéraux, de jouer tout ça et tout, et également du milieu de terrain. Parce que si vous regardez bien, Watkins il marque, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a McGinn qui a 5-6 buts, Douglas Luiz qui a 5-6 buts, c'est-à-dire qu'on marque du milieu, on marque aussi de la défense, c'est une performance collective. Alors, évidemment, c'est pas toujours facile au quotidien parce que tu as des joueurs, notamment Bailey, qui aspirent à jouer davantage et c'est normal parce que souvent quand il est sur le terrain, il se passe quelque chose. Et là, avec le retour de certains comme Ramsey et Moreno, on va peut-être se dire, ok, donc ça va davantage tourner, notamment en Europa League, et il va falloir gérer les égos. Mais globalement, quand tu regardes tactiquement, c'est cohérent. Quand tu regardes la construction de l'effectif, elle est cohérente. Quand tu regardes le fait que les mecs ne sont pas enflammés, que ce soit les joueurs, le staff, le club, alors que c'est tellement rare en première ligue, prenez des clubs comme Nottingham Forest ou tant d'autres, ils montent, boum, allez, je te fais venir 20 joueurs, enfin, souvent c'est n'importe quoi, les Chelsea. Là, c'est cohérent du début jusqu'à la fin. Bien évidemment, le plus dur arrive pour Villa, parce que là, il va avoir Arsenal, il va avoir Manchester City, et souvent face au gros, Aston Villa a tendance à avoir un peu de mal, notamment défensivement, parce que ça veut jouer au ballon, tout simplement. C'est une équipe qui est capable, en effet, de faire bloc, et qui va super vite en contre, donc elle est capable d'aspirer, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que souvent, notamment à l'extérieur, ils ont quand même du mal. Alors après, vous allez me dire, attention, parce que quand tu vois l'effectif, il n'y a que des bons joueurs, et peut-être même certains très bons joueurs. Mais tu es quand même un cran en dessous de certains effectifs, que ça soit sur la profondeur du banc ou peut-être sur certains postes. Mais donc il ne faut pas attendre de Villa, voilà, jouer les yeux dans les yeux avec City. Non, non, non. Le but du club, c'est évidemment de participer à une nouvelle Coupe d'Europe l'été prochain et on va dire petit à petit de se rapprocher des places au sommet. Là, on n'a pas dit cette année vous allez faire top 4, etc. Ligue des Champions. Bon, bien évidemment, il y aura encore quantité de choses à dire, notamment la gestion de l'effectif ces prochaines semaines et prochains mois avec le retour de certains blessés parce que on parle de Bailey, mais on pourrait parler de Tillmans, ce sont des joueurs qui sont potentiellement frustrés par le fait de ne pas être plus titulaires en première ligue. Mais encore une fois, tu as une rotation d'effectifs. C'est pourquoi la Conference League, elle va être clé pour Villa et que quand même au club, on a envie d'aller très loin dans cette compétition et pourquoi pas la remporter parce que ça rappellerait évidemment la grande histoire des Villains en Coupe d'Europe, mais également pour contenter tout le monde au niveau du temps de jeu. En gros, c'est un club qui a gardé les pieds sur terre et qui a gardé une cohérence. Un peu comme Concarneau en France dans un autre domaine, on remarque que ces clubs-là qui restent en fait dans leur philosophie et qu'importe les obstacles, les blessures, les mauvaises entames, ils ont une idée et ils vont pas céder à la panique. Et ben on remarque que quand tu as ça, quand tu es réaliste également de tes qualités et de tes défauts, et ben bizarrement ça marche mieux que certains projets grandiloquents qu'on vend ici et là. Donc ces prochaines semaines, on verra peut-être à travers l'Europe les autres clubs qui justement travaillent pas trop mal avec une philosophie cohérente. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je termine parce que toujours aucune promo, mais pour ceux que ça intéresse, le dernier livre est toujours dispo, les liens en commentaire. Je vous remercie, keep the faith.